demande que les élections s'organisent dans les délais constitutionnels. Je vais m'arrêter là. Je réponds que à la question posée. Je fais un peu récapitulatif. Et peut-être que tantôt, dans les échanges, on va être un peu plus explicite. Vous avez vu que je n'ai pas pris la peine d'ouvrir plus qu'une page pour pouvoir revenir avec vous. Sur ce, je passe la parole au honorable Tani pour vous entretenir également à ce sujet. Merci bien, chers collègues, pour votre applaudissement. Après cette brillante intervention, on ne peut qu'applaudir. On l'a fait timidement, mais c'est pas plus. Bon, là, c'est que j'ai dit à propos le collègue a tout brossé. Il a fait un merveilleux résumé de l'époque avant l'indépendance jusqu'à ce jour. Alors, ce que j'ai à dire, si je dois entrer d'emblée dans le sujet du dialogue et des élections, je me dire ceci, c'est que bon, en ce qui concerne le dialogue, le MLC ne voit pas l'opportunité d'un dialogue. Pourquoi? Parce que lorsque, après les élections qui n'étaient pas bien faites, parce que les uns ont crié à la tricherie, le pouvoir n'a rien voulu savoir, et il a dit que le dialogue n'était pas inopportun, c'était plutôt inopportun. Et par la suite, ils se sont révivés pour nous rejoindre. Mais ils ont trouvé une astuce, pour ne pas dire dialogue, ils ont dit concertation nationale. Donc j'étais parmi les concertateurs. Et finalement, tout a été boutiqué, selon leur bon vouloir. Mais il y a une chose, c'est que il y a des accords cadres d'Addis Abeba sur le Congo qui avaient demandé qu'il y ait un dialogue. Dernièrement, lorsque les représentants du Congo sont allés en là, pour suivre les accords cadres d'Addis Abeba, on leur a dit que cette concertation que vous avez faite, le compte n'est pas nul. Il faut faire un dialogue. Ce n'est pas le président Kabila qui organise ce dialogue, ou qui a organisé son bon vouloir. Non. C'est la communauté internationale qui lui a rappelé qu'il y avait les accords de Sun City à respecter. C'est ainsi qu'il a voulu qu'on revienne encore au dialogue. Pour ce faire, il nous a envoyé d'abord le patron de l'ANR, qui s'appelle Caleb. Le patron de l'ANR est venu nous voir en tant qu'émissaire du président de la République. Alors, il a demandé qu'on aille au dialogue. On aille au dialogue. Il fait presque nous supplier. Est-ce que l'UMC, mais chez nous, je parle du UMC, vraiment nous supplier d'aller au dialogue. Mais on a dit non. On ne veut pas l'opportunité d'aller au dialogue. On n'en fait rien d'aller au dialogue. Et que bon, on n'a pas confiance au gouvernement. Parce qu'aller au dialogue, c'était quoi? C'était encore faire un forum ensemble avec les autres et mettre peut-être 3, 4, 5 millions de dollars. Je me souviens ici, avancer le quai. On a fait toutes les concertations. Alors nous, on a dit non. Ici, on veut dialogue. Le dialogue tous les jours. S'ils veulent avoir l'expertise, ils peuvent nous envoyer des gens. On va parler comme ça, mais pas en faire un forum qui va entraîner le glissement. Parce que l'idée première du président lui-même, c'était entraîner un glissement et avec cela entraîner aussi l'Assemblée nationale avec. Et comme la majorité de l'Assemblée nationale, pour le glissement, il n'allait pas dire non du tout. Donc nous on a dit non au dialogue, puis ce jour. Après cela, le président nous a envoyé Kimouta, le gouverneur de la ville de ça. Il dit à Kimouta, venez, on ne fait pas de dialogue. On attend les élections parce que même Mende avait dit que vous n'avez pas l'opportunité du dialogue. Aller au dialogue. Aller au dialogue pour dire quoi? Pour faire quoi? Discuter sur quoi? Maintenant, c'est des phrases de Mende qui est le porte-parole et du gouvernement et du président de la République. Donc, pour le MLC, il n'y a pas de dialogue. C'est plus le moment de dialoguer. Ils sont là jusqu'au 19 décembre, je ne sais pas, 2016. Ils n'ont qu'à continuer jusqu'à cette date où le prochain président de la République remplacera le président de Joseph Kabila. Parce que, comme l'a dit Son Excellence, le président Kabila ne peut plus se représenter. C'est anticonstitutionnel.
constitutionnelle. Une troisième ou seconde interprétation sera anticonstitutionnelle. Donc, le plus c'est fini pour lui. Ça, c'était pour le dialogue. Maintenant, pour les élections. Pour les élections, on a demandé à tout le monde, à tous les partis politiques, de s'inscrire pour la CENI. C'est ce que les gens ont fait, les partis politiques ont fait aussi. Mais la CENI aussi nous a dit qu'il y avait des contraintes. Donc c'était pas sûr qu'il y aurait élection. Parce qu'il faut que les contraintes soient éliminées pour qu'il y ait l'élection. Et les contraintes, c'est d'abord l'argent. Jusqu'à ce jour, on ne peut pas continuer l'argent. Même pas la moitié de ce qu'on doit avancer pour aller aux élections. Alors on m'a appelé pour me dire hier, le président de la République a tenu un discours sur la nation, où il demande, lui a dit plusieurs fois, maintes reprises, d'enrôler les jeunes qui avaient à l'époque 15 ans, qui ont aujourd'hui 20 ans, 19 ans. Et avant, c'était ceux qui avaient 13 ans, qui avaient après 18 ans, donc ils ne sont toujours pas enrôlés. 18 ans, maintenant ils ont 23 ans, et ils ne seront toujours pas enrôlés. Maintenant, à ce moment-là, la majorité présidentielle avait dit non. Mais aujourd'hui, le président de la République a dit qu'il faut d'abord commencer par enrôler ces jeunes qui n'ont pas été enrôlés. Excusez-moi de qui n'ont pas été enrôlés. Ça veut dire que, au mois d'octobre, il faut oublier les élections, il n'y a pas d'élection. La fois passée, je vous avais dit que j'étais fort de ces élections. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, non seulement il n'y a pas d'argent, mais le président demande que les jeunes soient censés et qu'ils aient aussi une carte pour aller voter. On ne peut pas leur empêcher d'aller voter. L'avenir, il y a un glissement déjà. Il n'y aura pas élection au mois d'octobre, il n'y aura pas élection. Donc, c'est ça quand ça, on ne sait pas. Donc, c'est encore un nouveau glissement. Bon, la communauté internationale, c'est vrai, avait mis l'accent, vraiment mis l'accent sur les législatives et la présidentielle. En oubliant que les provinciales sont des élections vraiment importantes. Importantes parce que ce sont les provinciaux qui vont élire les sénateurs, ce sont les provinciaux qui vont élire le gouverneur au second degré. S'il n'y a pas d'élection provinciale, cela veut dire que le gouverneur ne changera pas. Et les sénateurs seront toujours là. Donc c'est une élection très très importante qui va aussi définir un peu la politique du pays. Ensuite, on a parlé de quoi encore? Deux points. Les deux points, voilà, je crois que j'ai répondu aux deux points. S'il y a des questions, ça viendra après. J'ai répondu aux deux points. Et l'état de la nation. L'état de la nation. Il n'y a pas de changement. La situation. Le collègue a déjà bossé. La situation ne fait que s'empirer. On dit qu'il faut. On dit que bon, l'économie du Congo est en train de reprendre. Mais non, l'économie n'est pas en train de reprendre. On base sur le fait que le ciment se vend très bien au Congo. Le ciment se vend bien au Congo. À partir de la vente du ciment, on dit qu'il y a une reconnaissance de l'économie. Non. Tant qu'il n'y a pas d'investissement, l'économie du pays ne peut pas être en bonne santé. Le ciment se vend bien. Pourquoi? Parce que au Congo aujourd'hui, il y a blanchiment d'argent. C'est reconnu. Il n'y a que ça. Au Congo, les gens souffrent. Les gens n'ont pas d'argent. Mais tous les jours, il y a des immeubles qui poussent. Passez devant une avenue, faites pas attention, regardez jamais en l'air. Le jour où vous souleverez votre tête, vous serez étonné de voir que les immeubles déjà construits est fini complètement. Ça, c'est bien au blanchiment d'argent et au détournement en toute impunité. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire sans me tromper, au Katanga par exemple, il y a un juif qui est là, j'ai oublié le nom. Il y a un juif qui est là, à qui on vend pratiquement toutes les carrières. À vil prix. On vend 50 000 $, 100 000 $. Et ce juif, le lendemain, tombe à l'enchaînement, il vend ça à un prix très fort. 500 millions, 300 millions, 150 millions. Donc c'est un peu la magouille qui se passe au niveau du Katanga dans les fédérés. Dernièrement, vous avez entendu qu'on a été déposé toujours le banc avec le conseiller spécial en matière de bonne gouvernance du président de la République. Moi, je doute de lui-même,
Parce que j'ai pas mal de dossiers contre le slogan. J'ai pratiquement descendu un jour d'un dossier qui a été déposé. Les mandats auprès de. Les demandes de mandat auprès du procureur général de la République. Et il y a pour 5 gouverneurs. Ces gouverneurs aussi attendent que ces mandats arrivent, ils attendent de pied ferme. Et ces mandats arrivent, comme ça ils vont travailler. Maintenant, ces mandats-là, vont-ils arriver aux destinataires ou bien ça va se limiter simplement au PGR? Parce qu'il y aura des déballages. Il y a des vérités contre ça qui passent en ce moment de politique. Donc, je crois que j'ai dans un procès la situation sur le dialogue et sur les élections. J'ai un peu extrapolé. Je remets la parole à la présidente. Allô. On va parler sans micro. Merci beaucoup, honorable. Je demande encore des applaudissements. À cet éclairage, voilà. Je voulais juste dire un mot. Quand on a suivi le discours du chef de l'État hier, il demande que les nouveaux majeurs qui ont entre 18 et 23 ans puissent être enrôlés pour les élections de 2016. Là où c'est vrai que ça crée un doute. Comme on est dans la famille de l'opposition, nous, les PC, qui avons toujours l'habitude lors des échanges de conjuguer avec des amis et frères de l'opposition, j'ai l'insigne honneur de vous présenter un éminent cadre d'un parti ami, le parti cher au leader Maximo, président de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, nous avons Maître Papi Tshipangila, que je demande d'applaudir très fort, qui vient assister à notre rencontre, qui donnera un point de vue global en quelques mots sur l'indépendance, sur le thème du jour. C'est vrai que le thème est un peu tiré en longueur, mais je remets la parole à l'organisatrice du jour pour passer la parole à M. Tshipangila et puis animer un peu par un jeu de questions-réponses les débats avant qu'on puisse se désaltérer et profiter des menus qui ont été concoctés par les dames ici présentes et après continuer la soirée 30 juin. Finalement, c'est la soirée 30 juin de tout le monde, de tous les Congolais, y compris nous de l'opposition. Le message de l'UDPS passera aussi aux membres de l'UDPS, puisque nous convergeons tous ensemble dans le même combat, et surtout en ce jour important du 30 juin. La section de notre pays à la solidarité nationale et internationale, qu'en est-il? L'affranchissement des Congolais, sommes-nous vraiment affranchis? Je vous laisse la parole. Je commencerai par remercier Madame la représentante, le représentant, de m'avoir convié à cette rencontre et je vous salue tous. Pour répondre d'une manière très succincte à votre interrogation, in fine, c'est la question de l'indépendance réelle du Congo qui se pose. Je ne veux pas faire un rappel historique qui a déjà été fait, mais je veux parler sur des faits ponctuels et actuels. Qu'en est-il de la situation de notre pays actuellement? Je remonte sur le dernier instrument international. Beaucoup parlent de l'accord cadre. Finalement, cet accord cadre, c'est quoi? Concrète. Ce sont des engagements pris d'une part par le gouvernement congolais, d'autre part par les pays de la région et
d'autre part aussi par la communauté internationale. Mais parmi les engagements qui ont été signés par le gouvernement en place à Kinshasa, il y a, je crois, 5 ou 6 objectifs. Premièrement, il faut promouvoir une réforme au niveau sécuritaire. Deuxièmement, il faut promouvoir le développement économique. Troisièmement, il faut promouvoir l'autorité de l'État. Je crois quatrièmement, il faut promouvoir une réforme des institutions. Et cinquièmement, il faut favoriser la réconciliation et promouvoir la démocratisation. Si je prends ces 5 points, vous constaterez que sur le plan sécuritaire, d'une part, le Congo doit coopérer avec les États de la région et la communauté internationale. Sur le plan économique, le Congo doit coopérer avec les pays de la région et la communauté internationale. Sur le plan de la réforme des institutions, de la démocratisation, de la réconciliation, sur le plan politique, le Congo doit coopérer avec les États de la région et la communauté internationale. Une lecture simple de cet accord cadre nous prouve que nous sommes loin d'être indépendants à ce stade. C'est une forme de tutelle déguisée. Hormis les engagements pris par l'État congolais, je tiens à préciser que cet accord cadre organise aussi un mécanisme de suivi. Et il ressort clairement de ce mécanisme de suivi que toutes les réformes entreprises par l'État congolais doivent être faites en synchronisation avec les États de la région et de la communauté internationale. C'est-à-dire que concrètement, le Congo n'est pas dépendant sur tous les plans. C'est-à-dire que lorsqu'on doit mener une politique économique, on ne tient pas uniquement compte de la position de ceux qui nous gouvernent, ceux qui gouvernent au Congo. On doit tenir compte des intérêts des pays de la région, on doit tenir compte des intérêts de la communauté internationale. Ça veut dire qu'à ce stade, le Congo n'est pas indépendant. Pour procéder à des réformes institutionnelles, on ne peut pas y aller seul. On doit tenir compte de tout le monde, des pays de la région, la communauté internationale. Par communauté internationale, on parle de l'Union africaine, de l'Union européenne, on parle des pays de la région de Grand Lac, on parle de la SADC, donc 4 autres institutions qui viennent se greffer aux 11 pays de la région, de telle sorte que c'est un accord 11 plus 4, parce qu'il y a 4 autres pays indépendants donc, qui viennent encore se greffer à cet accord cadre. La Belgique, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, il me semble, ça fait 4 autres pays. On parle d'un accord avec 18 personnes. Et lorsqu'on parle des engagements, le mécanisme de suivi, et donc il y a 2 mécanismes de suivi. Un mécanisme de suivi international, c'est-à-dire que ce qui se passe en Angola, quand vous voyez qu'il y a des rencontres, tout ça pour le mécanisme de suivi, c'est-à-dire que c'est pour faire le point sur toutes les réformes qui sont entreprises par l'État congolais. L'État congolais n'est pas indépendant. Il doit tenir compte du point de vue de tout le monde. Et lorsqu'on parle même de mécanisme de suivi interne qui incombe à l'État congolais, dans l'accord cadre, il y a un élément important. On dit que la MONUSCO est partie prenante au mécanisme de suivi interne de l'État congolais. De telle sorte que la MONUSCO est partie prenante pour la résolution des conflits en République démocratique. Vous savez que nos partis ont un point de vue divergent par rapport au dialogue. C'est pourquoi nous, à l'UDPS, nous avons dit qu'il faut dialoguer pour résoudre le problème de la crise électorale. Il y a eu des ratés en 2006, on a fermé les yeux. Il y a eu des ratés en 2011, on a fermé les yeux. On va vers un nouveau processus électoral. On ne peut pas fermer les yeux et se dire qu'on va juste aller aux élections dans les mêmes conditions. Donc il y a un préalable à régler. Il faut crédibiliser les élections futures. Mais nous ne voulons pas d'un dialogue grand format
tel que Kabila le préconisait ou tel que les concertations se sont déroulées, qui n'ont pas résolu le problème de la crédibilité des élections. On a parlé d'autres problèmes liés à la nation. Il y a des questions qui se posent. Pourquoi on n'exécute pas toutes les recommandations des concertations? Mais on semble oublier que même pour exécuter les recommandations des concertations nationales, il faut associer les autres composantes au règlement de la crise congolaise, qui est la communauté internationale, les pays de la région. C'est pour cela que nous nous sommes dit que nous devons dialoguer pour qu'au sein d'un dialogue qui implique finalement tous les acteurs clés pour résoudre le problème au Congo, c'est-à-dire que ceux qui gouvernent actuellement et tous ceux qui font partie du camp du changement, qui veulent réellement un changement pour le Congo, tel que notre parti s'inscrit dans le changement, le vôtre s'inscrit dans le changement, et toute autre partie qui prône le changement s'inscrit dans ce camp du changement. Mais hormis les forces internes du Congo, comme nous sommes sous une tutelle déguisée, il faut absolument que la communauté internationale aussi vienne s'impliquer, de telle sorte que si on arrive à obtenir des résolutions dans le cadre d'un échange, d'un dialogue, d'une concertation, définissez ça comme vous voulez, mais d'un échange dont toutes les parties prenantes participent réellement, on peut avoir réellement des résolutions qui s'imposent à tous et qui peuvent être réellement appliquées. C'est pour cela l'UDPS prône vraiment pour le dialogue, et notre point de vue consiste réellement à proposer quelque chose qui peut réellement aboutir à une résolution de la crise qui sévit en RDC depuis plusieurs années. Une crise de légitimité, une crise de manque de dynamisme, de démocratisation, et tout cela doit passer par des élections crédibles et transparentes dans un climat apaisé. C'est pour cela la formule dialogue sous facilitation, avec l'implication de la communauté internationale, pour que des résolutions puissent réellement s'imposer à tous. Nous comprenons que beaucoup peuvent se dire que nous avons eu plusieurs concertations, nous sommes fatigués par rapport à tous ces forums qui ne produisent rien, mais ces forums, à la différence de ceux que nous nous proposons, ce sont des forums intercongolais. Comment voulez-vous que ça puisse produire quelque chose à partir du moment que d'autres qui font réellement partie du problème, notamment la communauté internationale, n'y a pas participé? Donc, à mon sens, il est impossible que les résolutions même de concertation nationale qui ont été tenues par Kabila puissent obtenir réellement un décret d'exécution suffisant à partir du moment où une des parties prenantes essentielles à la résolution de la crise de la problématique congolaise n'a pas participé, notamment la communauté internationale, les 11 pays de la région, la MONUSCO et tous ceux qui s'en sont. Pour me résumer, telle est la position de l'UDPS, et j'exhorte nos amis et le haut cadre du MLC de venir nous rejoindre dans cette dynamique. Parce que c'est cette dynamique réellement qui va apporter, qui est un début de commencement d'une solution pour aboutir à un processus démocratique futur dans un climat apaisé. Je vous remercie. Applaudissez s'il vous plaît. Merci.